Lors des 2 dernières décennies du XIXe siècle, en Angleterre, les victoriennes se passionnent pour les sciences. Elles s'appuient sur les avancées technologiques, telles le perfectionnement du microscope, ou bien elles s'intéressent aux progrès médicaux, comme les travaux de Pasteur sur les microbes ou les vaccins. Et bien sûr, elles prennent une part active dans les débats suscités par la diffusion de la théorie de l'évolution. Ce n'est pas la publication de l'origine des espèces en 1859 qui a piqué l'intérêt des femmes, mais celle de la filiation de l'homme, The Descent of Man, en 1871. En effet, dans la filiation, Darwin ne se contente plus de décrire le monde des animaux, mais il explore désormais l'espèce humaine. Il soulève une controverse en justifiant certaines formes de hiérarchie entre les sexes chez les humains, ce qui ne va pas manquer d'attiser le feu des discussions chez les victoriennes. Un grand nombre de ces femmes réagissent vivement à la démonstration scientifique de la hiérarchie des sexes, mais pas toujours pour la dénoncer. Si elles écrivent de nombreux poèmes sur la division des sexes, elles s'invitent aussi dans le débat scientifique en posant des questions à la croisée de la science, de la sociologie et de la philosophie. Elles dépassent souvent la question de la sélection naturelle pour donner libre cours à des interrogations plus larges sur l'évolution. Par exemple, l'évolution sans Dieu est-elle possible ? Existe-t-il une alternative morale à la survie des mieux adaptés ? Une forme de rédemption pourrait-elle intervenir dans les processus d'évolution à l'œuvre dans le monde vivant ? Les femmes poètes d'avant la révolution scientifique et culturelle que constitue la théorie darwinienne s'intéressaient déjà, bien sûr, à la science, mais le faisaient à travers une poésie strictement didactique, en vulgarisant les connaissances scientifiques. Ce n'est plus le cas avec les poèmes des victoriennes du tournant du siècle, qui, s'ils attestent toujours leur maîtrise des outils et des méthodes scientifiques, témoignent surtout de la force et de leur engagement dans les débats portant sur les questions sociales. Les institutions de la société victorienne maintiennent les femmes en dehors des professions scientifiques et des universités jusqu'au dernier quart du XIXe siècle. Toutefois, elles assistent à de nombreuses conférences publiques, elles consultent des magazines en bibliothèque, elles s'abonnent à des revues dans lesquelles elles lisent des articles de vulgarisation, souvent rédigés par d'autres femmes. Certaines femmes poètes se forgent une culture scientifique en autodidacte par simple imprégnation. Pour d'autres, l'environnement familial et une éducation un peu plus poussée permirent parfois de rapprocher les femmes du monde scientifique. C'est le cas d'Isabella Southern ou de Jenny Morrison, que je présenterai un peu plus tard. Parmi les femmes poètes que je vais présenter, seule Constance Naden put approfondir son éducation scientifique à l'université et fut reconnue sur les plans scientifiques, philosophiques et sociologiques par les intellectuels de son temps. Bien sûr, l'utilisation de l'évolutionnisme en poésie n'est pas réservée aux femmes, mais contrairement à leurs confrères qui expriment généralement leur désillusion face à une nature désormais indifférente au devenir de l'humain, les femmes proposent tout un arsenal de contre-attaques idéologiques, en mettant en avant la notion de progrès social que la science devrait engendrer. En mobilisant tous les genres littéraires pour diffuser la connaissance scientifique, mais aussi pour produire leur propre discours aussi bien esthétique qu'idéologique, certaines femmes parviennent à proposer une vision ou une interprétation du vivant bien à elles. Par exemple, elles prennent position à travers le poème pour s'opposer aux scientifiques qui, selon elles, cherchent à donner leur propre vision de l'évolution, souvent fondée sur les inégalités et sur la disparition des plus faibles. Je vais commencer l'exploration de la poésie darwinienne avec celle qui cherche à transcrire formellement et fidèlement le processus d'évolution. Dans son poème « Darwinism », Mary Robinson met en forme sa propre vision de l'évolution. Pour elle, les êtres évoluent parce qu'ils ne sont pas heureux dans l'état où ils se trouvent. La fougère qui ne peut pas fleurir parvient, à force de volonté, à produire une fleur. La fleur devient fruit, croqué à son tour par le chimpanzé, qui commence alors à sentir naître en lui une détresse venue de loin. L'angoisse persiste jusqu'à l'être humain, qui attend la nouvelle forme d'évolution comme la solution à son inquiétude existentielle. Et maintenant, je cite, « le même malaise éperonne vers le même but invisible, jusqu'à ce qu'un nouveau don, inconcevable, insoupçonné, mette un terme aux dernières souffrances de l'âme. » Je précise que les traductions sont les miennes, donc
elles sont perfectibles. Pour exprimer la progression par étapes négatives de l'évolution, Robinson choisit d'utiliser le préfixe privatif « un », qui ponctue son poème dans les termes que j'ai mis sur le PowerPoint, « unflowering »,« unconscious »,« unrest », etc. Le mot porte seulement en gestation l'idée qu'il cherche à produire, puisque le préfixe privatif rejette la réalisation dans un autre temps. Pour Robinson, l'évolution est négative, motivée. Mathilde Blind pousse la représentation poétique de l'évolution plus loin lorsqu'elle s'inspire directement de l'affiliation de l'homme, The Descent of Man, en proposant son épopée évolutionniste dans le volume en vers The Ascent of Man, les progrès de l'homme. Elle y représente les étapes de la vie depuis les impulsions électriques primordiales et les premiers soubresauts cellulaires jusqu'à la maîtrise humaine des techniques. Elle reproduit l'énergie naturelle présente en toute chose au cœur d'un poème qui introduit l'épopée « Chants of Life », chant de vie. Après la lente description de l'apparition des premières mousses, puis des fougères arborescentes, la cadence poétique s'accélère lorsque Blind imagine le grouillement des premières formes de vie sous-marine qu'elle retranscrit à travers l'accélération du rythme poétique. Un principe de vie électrise les cellules. Regardez, traversant les eaux chaotiques, comme l'amour émergeait des déchets bouillonnants, prenant la forme d'avatars toujours nouveaux. Il avançait sans arrêt et sans hâte, comme la sève qui façonne les feuilles de mai. Il travaillait l'argile malléable. Des pulsations successives et rythmées façonnent une informe substance visqueuse, plastic slime. Puis la vie, enfin maîtrisée par une force mystique, peut se propager sous une forme cellulaire. Éveillée dans la noirceur mystique, la vie prenait des myriades de formes et dardant ses rayons électriques à travers pellicules, cellules, pulpes et vers, s'envolait de ci de là, vers le haut, vers le bas, tissant la toile de la vie et de la mort. Dans cet extrait, les organismes monocellulaires sont si primitifs qu'ils n'apparaissent que sous la forme de monosyllabes, qui illustrent l'explosion vitale multidirectionnelle. Blind poursuit ensuite son immersion dans les océans à la rencontre des créatures géantes et cruelles qui se multiplient dans les océans, des choses amorphes, primitives, colossales. Au fil de ses vers, elle déroule l'histoire de la vie qui se propage grâce au principe énergisant qu'elle appelle le désir ardent de la vie. Certaines femmes poètes ne sont pas adeptes d'une vision téléologique de l'évolution. Pour certaines, l'évolution ne va pas dans le bon sens, surtout si l'évolution sociale ne suit pas l'évolution physiologique. C'est le cas de Louise Bevington et surtout de May Kendall, romancière et poète socialiste, qui trouve dans la paléontologie les réponses aux questions soulevées par l'évolution. Kendall perçoit cette évolution comme une régression sociale et morale. Elle choisit le fossile pour dénoncer les erreurs du scientifique et de l'homme moderne. Dans la chanson du trilobite, elle suggère que l'ignorance du trilobite, organisme primitif, est préférable au progrès et à la soi-disant civilisation. Elle raconte comment un marcheur rencontre un trilobite tranquillement occupé à attendre que le temps passe. Il écoute le trilobite lui réciter ce qu'il a appris par cœur au sujet de l'évolution par la sélection naturelle et est troublé en réalisant que cet être simple est à l'origine de sa vie d'homme. Le fossile admet en fin de tirade qu'il est un peu stupide, ne sachant pas s'il fait partie des crustacés ou des insectes, mais il sait qu'il ne se plaint pas, qu'il ne vole pas, qu'il n'écrit pas de poèmes et qu'il peut se contenter d'un verre d'eau salée. Le voyageur tire sa révérence car il ne peut s'abaisser à discuter avec une créature aussi primitive, mais au plus profond de lui, il se dit « J'aimerais que notre cerveau ne soit si développé, j'aimerais que notre crâne soit plus épais, je regrette que l'évolution ne soit pas arrêtée plus vite, car oh, quel sort enviable que d'être libre et à son aise en tant que simple trilobite dans les mers siluriennes. » Dans un autre poème, la ballade de l'ichthyosaure, un ichthyosaure a, lui, des prétentions intellectuelles et voudrait atteindre un état supérieur de l'évolution. Il convoite le cerveau supérieur des humains, ne pouvant arborer qu'une paire d'yeux gigantesques, certes admirés par les paléontologues. Le fossile admet que son cerveau est sans commune mesure avec le cerveau de ceux qui peuvent aller à l'université et étudier les ichthyosaures. Il admet qu'il n'aurait même pas réussi à passer le stade de l'examen d'entrée. Et pourtant, il insiste sur le fait que les êtres vivants partagent un ancêtre commun qui a simplement évolué, argument qui ne parvient pas à séduire les scientifiques. Avant que l'homme, notre frère, ne fût formé, nous nagions, nous piquions une tête, nous plongions et en règle générale, nous nous mangions les uns les autres.
Quoi qu'il en soit, les plus forts survécurent. Nos nageoires, telles des pagaies, nous aidèrent à traverser les eaux. Dans l'air, nous prîmes notre envol. Pour Kendall, personne n'est satisfait de sa condition. L'évolution est un échec, sauf pour ceux qui, en bas de l'échelle, acceptent leur situation avec résignation ou philosophie. C'est parce qu'ils sont restés à un stade primitif que les fossiles ne sont pas tentés par le mensonge, la spéculation ou les opinions contradictoires. C'est la conclusion de la méduse, autre être primitif, dans le poème « Le philanthrope et la méduse », qui, échoué sur la plage, refuse d'être secouru par le philanthrope, puisqu'il lui est bien égal de flotter dans l'eau salée ou de se dessécher sur le sable. Je n'ai jamais été déprimé, ni affligé, ni paralysé par le doute. Pour Kendall, l'évolution est affaire de degrés, non d'absolu. Et on peut aisément dégringoler de l'échelle du vivant si on grimpe trop haut. On peut même se demander, avec le narrateur du poème « La vie inférieure », si la monade, le plus simple protozoaire, ne vaut pas plus que l'homme. Les fossiles de Kendall ne sont pas les vestiges du passé, mais les signes d'une décadence présente, fondée sur une pseudo-vérité scientifique. L'évolution peut même conduire à la régression morale, que Kendall décrit dans les aspects les plus apocalyptiques de sa poésie scientifique. La machine conquérante est un poème sur l'évolution destructrice qui conduit à faire de l'homme une machine. L'évolution est personnifiée avec ses nerfs d'acier et sa volonté de faire et poursuit son objectif de conquête. Elle porte des habits, va au bureau et se présente sous les traits à la fois de la machine et de son opérateur, sans émotion ni sensibilité. Dépourvue d'humanité, c'est l'extinction qui attend l'être humain. Kendall reste toutefois une exception avec sa vision très pessimiste de l'évolution. C'est en tant que poète socialiste qu'elle dénonce les avancées sociales trop lentes et souvent contrecarrées par les ambitions personnelles. Les femmes poètes que je vais présenter maintenant pensent au contraire que l'évolution n'est pas dénuée de signification ni de sens moral, puisqu'elles estiment, comme les partisans de la théologie naturelle, que le vivant porte en lui les signes du bien, ou plus précisément du progrès social. Leurs observations personnelles montrent que sont souvent mal interprétés les indices manifestes de la lutte pour la vie, telle qu'elle a été théorisée d'abord par Charles Darwin sur le plan scientifique, puis par Herbert Spencer sur celui de l'organisation sociale. Les femmes poètes évolutionnistes tentent généralement à atténuer le principe de survie des mieux adaptés et à écarter l'œuvre incohérente des variations de l'espèce. L'utilisation des théories évolutionnistes, en fait le transformisme de Lamarck plus que la sélection naturelle de Darwin, permet d'expliquer l'élan vital qui pousse les êtres à avancer sur la route du progrès et de la civilisation. Le vitalisme prend la forme d'une impulsion faite d'espoir, d'humanisme chrétien, d'une poussée d'altruisme depuis l'intérieur des organismes. Les êtres vivants évoluent non parce qu'ils subissent la contrainte de variations aléatoires, mais parce qu'ils ressentent une impulsion à évoluer dans une direction donnée, celle du mieux, voire celle du bien. L'amélioration des techniques d'observation scientifique soutient leur démonstration morale, qui consiste à rapprocher le tissu biologique et le tissu social, à reconnaître que le sens de la vie ne se trouve pas à la surface des éléments et à révéler la force du divin dans la nature. Lorsque l'Écossaise Jenny Morrison publie ses poèmes au tournant du siècle, les progrès techniques ont permis d'améliorer les résultats de l'observation au microscope. Les scientifiques peuvent désormais dépister des maladies et préparer des vaccins. Les femmes s'emparent du microscope du laboratoire pour améliorer leur vision du vivant. En effet, c'est grâce au progrès de l'optique que la vision permet la révélation. Dans son poème « Le microscope explique le télescope », Morrison souligne qu'il n'y a pas de rupture entre le divin et la nature, malgré les bouleversements épistémologiques causés par les théories darwiniennes. De plus, le microscope moderne permet de rapprocher l'homme de son créateur, visible dans l'infiniment petit. Dans les 8 premiers vers du sonnet, elle fait la description du psalmiste de jadis qui tournait son regard vers Dieu, mais se sentait comme orphelin, tant la distance à parcourir pour l'atteindre était grande. Au contraire, dans les 6 derniers vers, Morrison fait l'apologie de la technologie moderne qui permet de constater le pouvoir créateur du divin dans l'activité incessante des cellules et de ressentir la présence d'un Dieu plus proche, moins impressionnant. Et pourtant, je cite, « Voyons-nous avec des yeux assistés par la science et dans une goutte d'eau, un monde entier plein de toutes sortes de petits mais parfaits détails de la vie. Chaque mythe dont il prend soin se trouve sous nos yeux. » Ici, Morrison choisit la goutte d'eau,
bouillon de culture dans lequel le fourmillement de particules vivantes témoigne de la générosité du créateur. Constance Naden utilise aussi le microscope pour grossir la force qui se cache derrière le processus évolutif. Sa poésie scientifique est modelée par ses études de biologie, de botanique, de zoologie et de physique. Elle est aussi influencée par l'hylo-idéalisme, doctrine philosophique selon laquelle la matière est douée de vie et possède sa propre énergie. C'est ce qu'elle montre dans La lamentation de la cellule de liège, poème constellé de termes biologiques. Avec ce poème, Constance Naden se positionne sur plusieurs débats importants de l'époque. D'abord, elle explore la question de l'énergie qui animerait la matière, avec une cellule de liège qui irradie tous les organismes alentour. Le poème s'inscrit ensuite au cœur du vif débat sociopolitique sur la question de l'identité sociale de l'individu, et par conséquent sur celle de l'interaction ou de la compétition entre les individus. En effet, la cellule de liège est-elle un être unique, formant un tout, indépendant, ou alors est-elle un élément constitutif d'un être vivant plus large ? Enfin, ce poème expose clairement le croisement de l'engagement socialiste de Naden et des valeurs chrétiennes qui traversent les dernières décennies du siècle. Naden explore comment la cellule fait le sacrifice de sa vie pour le bien du plus grand nombre, selon le principe de l'altruisme de la nature. En se divisant, les cellules du bois poussent les cellules les plus anciennes à l'extérieur, où celles-ci meurent et se transforment en liège. Pour Naden, c'est la fonction de la cellule de liège d'être placée au service de toutes les autres cellules, puisque c'est grâce au sacrifice de certaines qu'elles constitueront la micro-société de l'écorce d'arbre. Pour faire comprendre le modèle naturel d'organisation démocratique, elle laisse la parole à la cellule de liège. Ils me disent que j'ai aidé le tronc à grandir, les racines à sucer la terre, les branches à faire des ramifications, les fruits à mûrir. Eh bien, qu'il en soit ainsi, mais je suis en train de mourir et bientôt je serai liège. C'est donc sur son lit de mort que la cellule se souvient de sa jeunesse, alors qu'elle débordait d'énergie et de chlorophylle. Époque bénie, lorsque transparente et élastique, ma membrane ne pouvait à peine retenir son endoplasme, lorsqu'homogène, à moitié liquide, plastique, mes molécules vitales tournoyaient rapidement. Alors que les cellules de croissance se sont épuisées, la cellule durcit et en mourant réalise que son abnégation contribue au bien-être d'autrui. Au plus grand bien du plus grand nombre, ma vie doit servir. À l'heure de sa mort, il est légitime que la cellule se demande si son sacrifice a un vrai sens moral, si son action est indispensable à la collectivité, et si elle ne devrait pas peut-être faire sécession pour se régénérer seule, loin de ses pairs. Cellule amiboïde, dérivant loin de sa mère, nue et sans abri sous le cruel orage, ne recevant l'aide ni d'une sœur ni d'un frère et dénuée de cellulose pour me tenir chaud. Après mûre réflexion, elle renonce à ce projet car elle sait que l'individualisme menace l'intégrité physique et morale du groupe et met en danger l'individu. La cellule meurt en ayant pris conscience de l'utilité de son sacrifice. Et pourtant, j'étais libre. Non loin de moi ce rêve, le temps de la division cellulaire est terminé. Doucement, mais sûrement, tout mon contenu disparaît, mes parois sont étanches, j'ai fini par devenir liège. Pour finir, je vais présenter un dernier poème écrit par Isabella Southern, qui fait la synthèse de la science et du christianisme, qui pour elle sont compatibles lorsque la moralité chrétienne renforce et justifie l'évolution. Fille d'un amateur de géologie et collectionneur invétéré de fossiles à Newcastle, elle a été conduite par l'environnement familial à prendre part au débat évolutionniste dans ses poèmes religieux à coloration scientifique. L'Évangile de la science explicite un verset d'Ézéchiel placé en épigraphe qui rappelle que chacun de nous est responsable de ses propres péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Southern fait la démonstration que, selon les recherches contemporaines sur l'hérédité, il n'existe aucune hérédité du mal. L'être humain est, je cite, non taché à la naissance, ne transmettant pas de fraîches souillures qui détruisent la valeur, mais toujours adapté pour renaître de nouveau. L'expression « toujours adapté » fait sans nul doute référence à la célèbre expression inventée par Herbert Spencer, « the survival of the fittest », la survie des mieux adaptés. Cependant, Southern cherche à en noter le caractère pessimiste, en indiquant que le chrétien n'est pas soumis à cette logique et est libre de prendre un nouveau départ, renaître à nouveau, recommencer à zéro.
Dans une note de bas de page, elle associe le titre de son poème à la théorie de la continuité du plasma germinatif élaborée par le biologiste allemand August Weismann. Selon cette théorie, seules les cellules sexuelles détiennent des caractères héréditaires et les transmettent à leur descendance. Pour qu'un changement soit acquis, il doit donc affecter les gamètes de ces cellules afin que la variation se transmette. Mais le stimulus de l'environnement n'affecte pas les cellules sexuelles, qui ne sont donc pas influencées par ce que le corps apprend. Ainsi, ces cellules ne peuvent pas transmettre ces acquis aux individus des générations suivantes. En s'appuyant sur la théorie de Weismann, elle montre en effet que le mal n'est pas transmissible, mais aussi que le progrès social n'est pas héréditaire. Ainsi, l'homme doit rester vigilant et agir avec compassion et coopération pour constamment améliorer le sort de l'humanité. L'humanité est toujours adaptée à renaître de nouveau, écrit-elle, à condition qu'elle soit délivrée du filet destructeur que tissent des circonstances défavorables. Southern appelle la communauté des chrétiens à une vigilance constante si l'humanité souhaite continuer à progresser. Elle répand la bonne nouvelle, l'évangile de la science, car chaque humain a la possibilité de retrouver le droit chemin à n'importe quel moment de son existence. Ni l'hérédité génétique, ni la maladie transmissible n'entraînent la gangrène sociale ou morale. Pour conclure, la plupart des femmes poètes humanistes ou chrétiennes de cette étude croient que le progrès social ou une forme de démocratie naturelle préexiste à la société, puisqu'il serait inscrit dans la cellule ou dans ce qu'aujourd'hui nous nommerions les gènes. Même si leurs contributions poétiques ont eu relativement peu d'impact sur leurs contemporains, poètes ou scientifiques, elles présentent une lecture de la théorie d'évolution et proposent leur conclusion de l'exégèse du vivant. Produit dans un contexte culturel et professionnel très masculin, le poème à coloration biologique devient un outil moderne pour les femmes de la fin du siècle qui revendiquent le droit à la pratique scientifique, herméneutique et théologique. L'appropriation du discours scientifique, l'actualisation de la théologie naturelle et l'adaptation de la théorie darwinienne, très souple, conduisent à l'élaboration, par ces femmes, d'un autre discours moral, social et progressiste. Merci beaucoup.